Bonjour à tous pour ce nouveau fil du mandat, où je vais revenir évidemment comme d'habitude sur l'actualité nationale voire internationale, et puis aussi sur l'actualité de mon activité parlementaire. Alors, sur l'actualité, hélas, c'est toujours l'actualité internationale qui surplombe la situation actuelle avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, il y a eu les attaques du Hamas le 7 octobre qui ont été terribles, qui ont fait 1500 morts. Mais depuis, ce qui est vraiment, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est les bombardements qui sont dramatiques sur la bande de Gaza. On est maintenant à plus de 15 000 morts, des milliers d'enfants qui sont tués. Là, on a pour l'instant un semblant de cessez-le-feu qui est extrêmement fragile. Aujourd'hui, il y a une nouvelle attaque du Hamas à Jérusalem. Et donc, on voit bien que tout peut rebasculer. Donc, par rapport à cette situation, nous, ce qu'on a dit, ce qu'on continue de défendre, c'est qu'il faut un cessez-le-feu et que ce cessez-le-feu soit durable. Donc, il faut qu'il continue, que l'humanitaire puisse aider en fait les Gazaouis qui maintenant souvent n'ont plus de toit, n'ont pas accès à l'eau, pas accès à la nourriture. Donc, c'est ça l'urgence. Et ensuite, plus globalement, il faut une paix juste et durable, et c'est ça qu'on a défendu pendant toute la période. C'est un conflit qui date, qui vient de très loin, et pour qu'il y ait une paix dans la durée, il faut la justice. Et pour la justice, il faut à la fois que la situation d'apartheid en Cisjordanie cesse, il faut que les Palestiniens puissent circuler, puissent accéder aux soins, il faut que le blocus de Gaza, le blocus économique de Gaza aussi prenne fin. Et enfin, il faut qu'il y ait un arrêt vraiment de la colonisation, puisque c'est ça quand même qui est très problématique, c'est qu'on ne peut pas avoir deux États. On a un peuple qui mérite d'avoir son État, qui est le peuple palestinien, et on ne peut pas avoir ça, le respect en fait, de ce qui a été décidé à l'ONU, si la colonisation se poursuit. Je rappelle qu'il y a plus de 700 000 Israéliens qui vivent sur des terres qui, d'après les résolutions de l'ONU, sont des terres palestiniennes. Donc je pense que c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Et pour ça, la parole de la France n'a pas été à la hauteur. Emmanuel Macron a d'abord été finalement un soutien, même avec la présidente de l'Assemblée nationale qui proposait d'être un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et ensuite, il a bien compris que finalement, face à l'horreur des bombardements à Gaza, la position n'était plus tenable. Donc il a semblé faire un bouger en proposant qu'on aille vers un cessez-le-feu. Mais on sent bien que la position française a été mal comprise, elle n'a pas été à la hauteur de l'histoire, et ça c'est vraiment terrible et dommage. Dans cette période aussi, on a été attaqué très durement en tant que France Insoumise. On a été attaqué parce que je pense que nous représentions en fait la force de gauche qui essaie de proposer une solution équilibrée à ce conflit, et on a été attaqué. On nous a attaqué d'antisémites, ce qui est totalement injuste. Le combat contre tous les racismes et contre l'antisémitisme est central pour la France Insoumise. L'antisémitisme aussi vient de très loin, je l'ai expliqué dans plusieurs médias, et le retour de l'antisémitisme, il faut être extrêmement vigilant, et ça fait partie des combats centraux de toute la gauche et de la France Insoumise en particulier. Donc voilà pour cette situation internationale qui vient effectivement percuter la situation nationale. Je l'ai dit dans plusieurs de mes interventions, mais on voit avec cette situation internationale se recomposer aussi les forces politiques en France, avec cette manifestation contre l'antisémitisme où finalement les forces macronistes ont convié le Rassemblement national, ce qui est en soi un problème, parce que le Rassemblement national est un parti raciste et antisémite, et donc ça c'est très préoccupant pour la suite, parce que on voyait bien qu'il y avait une progression du Rassemblement national, et maintenant les macronistes leur offrent vraiment un autoroute vers le pouvoir. Donc maintenant l'enjeu pour nous au niveau national, c'est d'essayer de réallumer l'espoir pour le peuple de gauche, de rassembler la gauche et les écologistes sur une ligne de radicalité qui, droit dans ses bottes, c'est ce qu'on essaie de défendre aujourd'hui dans notre niche parlementaire en tant qu'LFI. Notamment, on propose l'indexation des salaires sur l'inflation. On propose, et là on a perdu à 6 voix près, le fait de limiter les marges des grandes entreprises, à la fois l'agroalimentaire, la grande distribution,
ou les raffineurs. Hein. Donc ça aurait permis de limiter les prix et en même temps de mieux rémunérer les agriculteurs si la proposition de loi était passée. Et donc ça, c'est tout ce qu'on propose, c'est réellement évidemment d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc ça, il faut qu'on regagne la confiance, je pense, de la majorité de la population sur ces questions sociales qui sont au cœur de notre programme et de l'avenir en commun. Venons-en maintenant à mon activité plus parlementaire. En réalité, je vais aborder 2 points. Un premier point sur ce que j'ai pu faire à la rentrée en tant que rapporteur. Hein. J'ai été encore rapporteur pour l'enseignement supérieur et la recherche et j'ai fait un rapport donc sur les écoles privées dans le supérieur. Et en gros, c'est toujours la même histoire. Hein. Ils cassent la fonction publique et ça on le voit à Pôle emploi, on le voit dans l'éducation nationale et là on le voit dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de postes qui sont ouverts de maîtres de conférences et du coup il n'y a pas assez de place dans l'enseignement supérieur, donc ils ont inventé un truc qui s'appelle Parcoursup et les étudiants se retrouvent finalement sans la formation de leur choix. Chaque année, il y a entre 100 et 105 000, c'est ce qu'on a dit dans le rapport, étudiants qui n'ont pas la licence qu'ils voulaient. Et puis, il y a aussi un très grand nombre d'étudiants en master, à peu près 20% aussi, qui n'obtiennent pas le master qu'ils veulent avec la nouvelle plateforme. Et la conséquence de ça, c'est que beaucoup se reportent sur le privé dans le supérieur, qui a explosé. Hein. En fait, les formations privées maintenant représentent plus de 25% en fait, des formations. Et globalement, on est passé de 112 000 à près de 500 000 étudiants dans le privé. Et dans le secteur privé, il y a du privé qui est là depuis longtemps, mais il y a un secteur privé où c'est vraiment des arnaques, où c'est des grandes entreprises comme Galileo qu'on a auditionné, qui finalement vont faire des offres de formation qui sont attractives. Pourquoi ? Et ça, c'est l'autre facette du problème, parce qu'on a mis le paquet sur l'apprentissage et du coup, les formations sont payées en gros par France Compétences, par nos impôts, puisque, en grande partie, France Compétences est maintenant déficitaire et c'est l'État qui supplée. Donc, globalement, on se retrouve dans une situation où l'État subventionne des formations privées, dont certaines sont des vraies arnaques. Hein. Et donc, dans ce rapport, on a bien montré tout ça. Et je vous invite à aller regarder les vidéos qu'on a tirées de ça. Élément intéressant aussi de ce projet de loi, j'ai eu la possibilité de le défendre en commission éducation et en commission des affaires financières. Et ce qu'on a vu, c'est que les commissaires macronistes n'étaient pas assez présents. Et donc, finalement, c'est notre projet de loi NUPES qui a été majoritaire. Et ça montrait qu'à l'Assemblée nationale, en fait, la NUPES peut, quand elle est majoritaire, et là, on peut avoir une proposition de loi intéressante et ambitieuse pour l'enseignement supérieur. Alors finalement, le 49.3 a tout balayé, comme toujours, ce qui montre qu'on a toujours le même problème de démocratie dans ce pays et ça remonte la nécessité d'aller vers une 6e République. Je suis aussi intervenu, et vous pourrez retrouver ces interventions assez longuement, cette fois-ci en séance, sur les questions d'éducation, notamment pour embaucher massivement des professeurs, pour mieux les former, pour renforcer le service public de l'orientation, etc. Donc vous pouvez retrouver toute cette actualité qui avait été autour du projet de loi de finances, qui a été vraiment un moment où on a beaucoup défendu un certain nombre de projets. Maintenant, je vais venir sur la dernière partie qui est sur les questions écologiques. Évidemment, aujourd'hui s'ouvre la COP28. Vous savez, j'ai été chercheur, j'ai travaillé longtemps sur les changements climatiques. Donc pour moi, la question climatique est une question centrale. Cette COP28, elle est un peu... c'est une COP28 un peu surprenante puisqu'elle se déroule à Dubaï, qui est le 7e pays producteur de pétrole, et elle se déroule avec un président, Al-Jaber, le sultan, qui est PDG d'une entreprise de pétrole, et qui, pendant la COP, continue de faire ses affaires et vend ses puits de pétrole. Donc c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Mais si on regarde le concret de cette COP28, en gros, on a... pour l'instant, des engagements qui permettraient d'avoir une baisse de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une baisse de 40%. Donc on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. En gros, ce qu'il faut, c'est refonder complètement nos moyens de production, nos modes de consommation et donc tous nos modes de vie.
Ce qu'il faut, c'est faut partir par exemple de ce qu'on mange. Donc il faut une agriculture plus écologique avec moins de protéines d'origine animale. Ensuite, si on prend comment on travaille et comment on vit, il faut des locaux mieux isolés. Donc il faut un immense plan massif d'isolement des locaux et des habitations. Ensuite, le transport, il faut beaucoup de transports en commun, des transports en commun accessibles pour tous, donc tendre vers la gratuité, hein, c'est ce que moi je défends. Globalement, il faut aussi revoir l'ensemble de notre industrie en augmentant l'efficacité énergétique. Et puis enfin, produire l'énergie de manière décarbonée, hein, donc c'est 100% d'énergie renouvelable. Donc c'est cet immense plan de bifurcation écologique qu'il faudrait mettre en œuvre, et ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et pour preuve, ce que j'ai dénoncé dans ma dernière question au gouvernement, pour preuve, c'est ce qui se passe sur le fret ferroviaire. C'est une hérésie climatique, hein, c'est délirant. J'ai été rencontrer les salariés à Fos-sur-Mer cette semaine. En gros, je vous raconte l'histoire, elle est folle, je l'ai expliqué dans ma question au gouvernement, mais pendant des années, en fait, Fret SNCF a été subventionné par sa filière qui était la SNCF, hein, par sa maison mère, à l'époque où déjà le fret ferroviaire était soumis à la concurrence. Donc la Commission européenne estime qu'il y a 5 milliards d'euros de subventions de la SNCF vers Fret SNCF qui sont illégales parce que ça a fait une distorsion de concurrence. Vous savez, concurrence libre et non faussée, là, ce truc-là. Et du coup, ils réclament à ce que Fret SNCF rembourse l'État. Alors, s'ils font ça, en gros, c'est la fin de Fret SNCF et la fin du fret en France. Donc, globalement, le gouvernement essaye de négocier quelque chose qui est un plan de discontinuité. Alors, en gros, c'est quoi ? C'est démanteler Fret SNCF et puis créer une nouvelle entité qui n'aurait pas à payer la dette. Mais en contrepartie, c'est de donner 30% du chiffre d'affaires de Fret SNCF à la concurrence. Et avec ça, 500 licenciements quand même, donc dont 50 dans la région Fos-Miramas, ce qui est une hérésie sociale. Et voilà, les cheminots sont vent debout contre cette solution. Et pour moi, c'est vraiment une hérésie. Là, il y a une autre solution, hein, que la solution du gouvernement, c'est évidemment de désobéir à l'Union européenne. Et ça, je trouve que c'est un dossier intéressant parce que ça nous montre aussi pourquoi la parole de la France insoumise qui consiste à dire quand nous ne sommes pas d'accord, quand c'est une hérésie climatique et une hérésie sociale, on désobéit à l'Union européenne. On va avoir des élections européennes. Je pense que c'est un bon moyen aussi de poser ce débat à l'échelle européenne. Voilà pour les grands sujets que j'avais envie de traiter. Je vous rappelle qu'on fait des assemblées de circonscription régulières. La prochaine est donc le 14 décembre à 18h30 au CMA, boulevard Jeanne d'Arc. Et du coup, je vous invite nombreuses et nombreux à nous y rejoindre. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez travailler, etc., n'hésitez pas à rejoindre les groupes un peu de travail sur ces questions. Dans les mois à venir, j'aimerais travailler sur les questions sociales, notamment sur la question du logement, mais aussi sur les questions de conditions de travail. Donc n'hésitez pas à me solliciter. La permanence, on reçoit en général le vendredi, alors sur rendez-vous à la permanence. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur mon mail, hendrik.davy@assemblée-nationale.fr, et on continue le combat. Et on espère bien que, il ne faut pas se résigner. Et pour revenir au débat, la question que j'ai posée au début, je pense qu'il n'y a pas du tout de fatalité à ce que l'extrême droite soit la solution. Je pense que la gauche et l'écologie politique qu'on défend, radicale, est en mesure de gagner des élections. Et pour ça, on a besoin de toutes et tous, et que vous vous engagez dans les partis politiques, dans les syndicats. Et on a vraiment besoin, dans cette période difficile, de se motiver les uns les autres et de se motiver par et pour l'engagement. Je vous signale aussi que donc on a un nouveau site internet, ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois, et du coup vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour avoir un certain nombre d'informations sur notre activité. Donc ça, c'est possible. Et puis, vous le savez, hein, je l'avais dit lors du précédent fil du mandat, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le capital, c'est nous ». Et régulièrement, je vais dans différentes villes pour présenter mon livre, hein, qui est un livre un peu de synthèse sur comment finalement on peut changer la société et quel horizon écosocialiste on peut construire. Donc c'est un livre qui permet de nourrir le débat, y compris le débat stratégique sur comment on s'y prend. N'hésitez pas, si dans votre ville, dans votre village, vous souhaitez m'inviter pour débattre de tout ça, c'est évidemment possible. Bon, on a un calendrier sur l'année où on va se déplacer sur les différentes villes et villages de France. Voilà.